Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce premier atelier naissance en ligne organisé par la CPAM, la CAF et la PMI, la protection maternelle et infantile. Nous sommes ensemble jusqu'à 13 heures et vous pouvez interagir avec nous via le chat en nous posant toutes les questions via le chat. Nos collègues pourront y répondre. Vous pourrez aussi télécharger le document qui sera présenté pendant ce webinaire et vous pourrez également regarder en replay ce webinaire ou le faire découvrir à d'autres personnes. Alors, de quoi allons-nous parler pendant ces 3 quarts d'heure? Donc, dans un premier temps, nous allons parler de votre santé et de celle de votre enfant. Nous allons vous parler également de l'accompagnement proposé par les travailleurs sociaux de la CAF. Et enfin, nous parlerons des ressources du territoire, c'est-à-dire de tous ces espaces de vie que vous pourrez trouver près de chez vous. Alors, j'accueille tout de suite pour parler de votre santé et de celle de votre enfant, de votre futur enfant. Donc j'accueille Jennifer Brunel au service prévention de la CPAM et Stéphanie Marcy qui est sage-femme en PMI. Bonjour à tout le monde. Bonjour à toutes. Nous allons parler de la santé avant et après votre accouchement. Donc, il y a différents professionnels que vous pouvez rencontrer, que ce soit dans le milieu hospitalier, en privé, comme vous le souhaitez. Vous allez retrouver le gynécologue, la sage-femme et le médecin traitant qui reste au centre de votre suivi de santé. Mais vous pouvez aussi aller rencontrer les professionnels de la PMI. Alors, les professionnels de la PMI, donc il y a d'abord les sages-femmes au cours de la grossesse. Donc, elles viennent à domicile. Elles prennent rendez-vous avec vous, elles viennent aux heures qui vous conviennent le plus, mais elles peuvent également vous recevoir en consultation sur les diverses maisons de solidarité de votre secteur, dont vous trouverez les adresses sur le site du conseil départemental et certaines annexes qui ont pu rouvrir après le Covid. Il y a également les visites à domicile des infirmières puéricultrices qui peuvent se faire au cours de la grossesse. D'ailleurs, on peut très bien faire des visites communes avec nous, les sages-femmes de PMI, il n'y a aucun souci. Et puis ensuite, elles reviendront vous voir après la naissance de votre bébé et elles vous suivront, si vous le souhaitez, jusqu'aux 6 ans de l'enfant en adéquation avec le médecin de PMI qui a aussi des consultations sur les maisons de solidarité de secteur et sur les annexes, puisqu'il y a quand même 72 sites de consultation de PMI qui sont répartis en Haute-Garonne. Vous avez aussi la possibilité, si vous avez des besoins plus ciblés, de rencontrer des psychologues de PMI et également des assistantes sociales, toujours sur les maisons de solidarité de secteur. Alors, commençons sur les premiers examens médicaux. Donc, bien sûr, vous avez un suivi avec des examens tout au long de la grossesse. On va faire un peu plus le point par rapport à l'entretien prénatal précoce, donc qui est à peu près à faire aux alentours du 4e mois de grossesse. En fait, il fait partie des séances de préparation à la parentalité et à l'accouchement, hein. Vous allez aussi avoir le bilan de prévention. Donc, ce bilan de prévention, il vous sert plus à prendre les bons gestes pour avoir une bonne hygiène de vie. Et puis, vous allez retrouver l'examen bucco-dentaire. Donc, cet examen, vous allez recevoir une prise en charge de l'assurance maladie au 4e mois de grossesse. C'est pris en charge à 100%. Vous prenez rendez-vous avec votre dentiste et il fait le point avec vous pour voir si tout va bien. Pour vous aider, vous allez avoir des outils. Donc, il y a le livret, celui-ci, que vous pouvez télécharger sur le compte Amélie. Vous allez retrouver sur votre compte Amélie le calendrier de suivi de grossesse. Vous avez le dossier médical partagé où vous pouvez mettre toutes vos infos médicales. Et vous allez aussi avoir le carnet de santé de la femme enceinte. Tout à fait. Alors, il est vrai que normalement, vous le recevez, il est adressé par le conseil départemental à votre domicile. Vous n'avez pas de démarche spécifique à faire. Bon, alors parfois, toutes les mamans se plaignent parce qu'elles ne l'ont pas reçu. Ne vous inquiétez pas. En tout cas, quand vous rencontrerez votre professionnel de santé, que ce soit gynécologue, médecin traitant, sage-femme libérale ou sage-femme de PMI, si vous n'avez pas reçu ce carnet, on mettra en place un dossier. Donc, la plupart des professionnels ont un dossier qui leur est particulier et qui va pouvoir faire le lien entre les différents professionnels qui interviendront au cours de votre grossesse. Donc, pas d'inquiétude. Vous le signalez juste lors de votre première consultation. Alors, quelques conseils santé.
Du coup, dites-vous que tout ce que vous consommez, bébé va le consommer. Donc, à partir de ce moment-là, ben, les médicaments, il vous faut un avis médical, même pour un petit rhume ou d'habitude vous preniez un petit peu de spray nasal ou quoi que ce soit. Non, là, on va demander à la sage-femme ou au médecin traitant son avis. Pour l'alcool, ben, la prévention dit ben, zéro. Effectivement, il faut faire attention parce qu'on ne connaît pas à partir de quel dosage on va avoir un impact sur la santé de bébé. Et puis, si jamais vous voyez que vous avez vraiment des difficultés, à ce moment-là, bah, vous pouvez vous tourner vers les professionnels de santé qui vous accompagnent le long de Oui, la dans la grossesse. plupart des maternités, il y a des services d'addictologie qui sont tout à fait accessibles. Il ne faut pas Voilà. avoir peur d'y aller. Et donc, du coup, bah, j'enchaîne avec le tabac qui est aussi une Oui. addiction. Bah, là, vous allez peut-être avoir une motivation supplémentaire pour pouvoir arrêter, donc c'est peut-être le bon moment. Sachez qu'au niveau de l'assurance maladie, il y a une prise en charge de 70% des substituts nicotiniques quand vous avez une prescription médicale. Au niveau de la nutrition, donc, ce qu'il faut se dire, c'est de manger équilibré. En fait, on continue ce qu'on fait, Oui. on ne change rien. On va juste augmenter un tout petit peu vers le 6e mois de grossesse, mais il n'y a pas besoin dès le début de la grossesse d'augmenter les quantités. Ensuite, quand le bébé sera là, bah, du coup, on continuera la même chose quand on sera dans la diversification. Juste, on n'aura que à mixer, donc pas de plats supplémentaires à préparer, pas de cuisine en plus. Pour tout ce qui est sucré, ben, le plus tard possible, parce qu'en fait, c'est comme pour nous. Quand on mange sucré, on a envie de manger sucré et plus ça va, plus on en a envie. Donc, si bébé a soif, on lui donne de l'eau, pas de jus de fruits. Et puis, les yaourts, les faire plutôt nature, ça passe très bien. En fait, bébé, lui, il n'a pas d'idée préconçue sur l'alimentation de début, donc c'est là où il faut en profiter, justement. Et puis, alors moi j'ai un petit peu anticipé en parlant de bébé et de la diversification, mais bien évidemment, avant, vous allez avoir un choix à faire. C'est ça, sa première alimentation. Donc la grande question des mamans, c'est est-ce que je vais lui donner le sein ou est-ce que je vais lui donner le biberon? Alors déjà, répondre à la question en amont, c'est compliqué parce que quand c'est son premier bébé, on n'a pas l'expérience de l'allaitement maternel. Donc tout ça pour dire qu'on a le droit de changer d'avis. On a le droit de s'orienter plutôt vers le biberon, plutôt vers le sein, puis finalement à la naissance, on teste et on se dit que l'un ou l'autre, c'est mieux. Et puis ça doit rester un choix très personnel parce que ça implique du temps, ça implique son corps, ça implique voilà, beaucoup de fatigue et beaucoup de choses comme ça. Et donc, c'est important que la maman puisse être seule décisionnaire et ne pas se laisser parasiter par, voilà, par c'est ça, des pressions, soit de la famille, soit des amis, soit voire des professionnels de santé, hein, parce que ça arrive aussi en maternité ou ça arrive aussi quand on rencontre diverses personnes autour de soi. Voilà, donc ça c'est vraiment important, se respecter en tant que future maman et en tant que future allaitante, que ce soit par le biberon ou par le sein. Et puis, on peut aussi basculer vers ce qu'on appelle l'allaitement mixte, qui est on donne un peu le biberon et on donne un peu le sein. Ça existe, on en parle peu, c'est un petit peu dommage. Mais voilà, il n'y a pas de raison de basculer que vers une orientation ou une autre. On a la possibilité également de faire biberon et sein. Et ça, il ne faut pas hésiter aussi à poser les bonnes questions aux professionnels. Les puéricultrices qui passent à la maison, votre sage-femme de libéral ou la sage-femme de PMI ou le médecin de PMI ou votre médecin traitant, enfin en tout cas, toutes les personnes autour de vous qui peuvent vous apporter des conseils. Et si les papas peuvent être soutenants, messieurs, allez-y. Et puis voilà, si on vous donne des conseils, tout ça, retenez ce qui vous va bien et le reste, vous le laissez de côté. Oui, oui, c'est ça, tout à fait. Ok, ben, tout va bien, tout s'est bien passé, bébé est arrivé, il est en grande forme, maman aussi, donc il faut le rester maintenant. Alors, qu'est-ce que l'on fait? Du coup, on va commencer par les visites de la sage-femme, qui sont à prévoir en amont, avant d'avoir accouché, comme ça, elle peut venir le plus rapidement possible après votre sortie pour voir effectivement si tout va bien, si tout se remet bien et si vous avez besoin de rien. Après, vous avez aussi, que ce soit pour vous, pour bébé, hein, les professionnels de la PMI. Oui. Oui, parce que c'est vrai que les professionnels de la PMI, bon, quand on a rencontré une sage-femme en amont, on garde le lien et cette sage-femme souvent a fait le lien également avec sa puéricultrice de secteur de façon à ce que dès que le bébé arrive, on puisse être informé et que ma collègue puéricultrice puisse venir vous voir parce que c'est important aussi. Voilà, souvent on a besoin de conseils et même quand c'est pas le premier bébé. La parentalité, c'est toujours quand même quelque chose, une étape supplémentaire, quel que soit le nombre d'enfants. Et ensuite, elle vous basculera également vers le médecin de PMI si nécessaire.
Vous allez avoir à 8 semaines après l'accouchement l'examen postnatal. Donc cet examen, il sert à dire c'est bon, tout s'est bien remis. Et là, on va pouvoir faire les séances Rééducation. de rééducation, que ce soit par la sage-femme ou par le kiné. Ça, on choisit ce qui nous va mieux. C'est au choix. Après, que ce soit un accouchement par voie basse ou par césarienne, il faut le faire. Ouais, ça c'est important parce qu'on a tendance à dire que quand on a une césarienne, comme on n'a pas accouché par voie basse, on n'a pas abîmé le périnée, mais si, il y a quand même eu cette grossesse. On a porté son bébé, on a porté du liquide amniotique, enfin voilà. Donc le périnée a quand même un peu souffert, hein, il faut le dire. Donc c'est vraiment, vraiment important. Nous avons la chance aujourd'hui, mesdames, de pouvoir avoir accès à la rééducation périnéale. Donc il faut en profiter. Tout à fait. Et puis, vous allez avoir la contraception. Vous venez d'avoir un enfant, peut-être que vous n'avez pas envie d'en avoir un de suite, un autre. Bon, ça peut être un peu compliqué. Sachez que ben voilà, vous en parlez avec vos professionnels de santé qui vous accompagnent et que l'allaitement n'est pas un mode de contraception. Non, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, mais en tout cas, oui, il faut plutôt prévoir une contraception mécanique ou chimique. Du coup, pour le suivi de votre enfant, vous pouvez aussi retrouver de l'information sur le compte Amélie. Vous allez avoir le carnet de santé. Oui, qui est délivré par le conseil départemental, qui vous sera remis à la maternité par le pédiatre ou la sage-femme ou la puéricultrice s'il y en a une. Et généralement, c'est après le deuxième examen que votre bébé va subir à la maternité. Donc ça, c'est vraiment la carte d'identité, la deuxième carte d'identité précieuse de votre bébé. Il y a tous les éléments qui le concernent depuis la naissance et durant toutes ces étapes de vie. Si vous le perdez, bien évidemment, on peut toujours le remplacer, mais on a perdu toutes les informations et ça, c'est vraiment dommageable. Donc, c'est très, très important de le conserver. Et à l'intérieur, en plus, on a retrouvé de l'information sur le développement de l'enfant. Tout à fait. Et du coup, c'est vraiment aidant, surtout quand c'est un premier où on a parfois un peu... Et puis, c'est des explications très, très rapides à lire. Oui, tout à fait. Donc, et ensuite, vous allez avoir la vaccination. Donc, la vaccination est obligatoire. Et donc, du coup, pour rentrer pour faire garder son enfant, pour rentrer dans les crèches, dans les écoles, cette vaccination, on ne peut pas y échapper. C'est ça, donc il n'y a plus de questions à se poser, comme on pouvait se poser il y a quelques années, à savoir est-ce que je fais vacciner ou pas. Il faut quand même savoir qu'il y a beaucoup de maladies aujourd'hui qui ont disparu grâce à la vaccination. Et ben voilà, aujourd'hui, si on veut pouvoir mettre son enfant en collectivité, il faut le faire vacciner. C'est important pour sa santé. Donc, on a aussi les 20 examens obligatoires de la naissance à 18 ans. C'est pris en charge par l'assurance maladie. Sachez que les premières, donc jusqu'à 6 ans, vous pouvez les faire en PMI. Et puis, vous allez avoir l'examen bucco-dentaire. Donc, à partir de 3 ans, et ça tous les 3 ans, donc 3, 6, 9, 12, 15, 18, et un petit peu après, vous allez recevoir une prise en charge pour emmener votre enfant chez le dentiste. C'est gratuit, allez-y, c'est pris en charge donc à 100%. Et le dentiste va pouvoir voir si tout va bien. Dans les premiers temps, c'est aussi pour se rassurer et rassurer l'enfant. Donc, c'est vraiment quelque chose de très, très important à faire. Donc là, bébé va bien. L'objectif, c'est de le garder en bonne santé et donc d'assurer un minimum de sa sécurité. Donc, au niveau du coucher, 19 degrés dans la chambre, pas de couette, pas de couverture, pas de coussin, pas de tour de lit. Pas de coussin, pas de doudou, pas de peluche. Voilà. Un lit neutre. Voilà, et une turbulette. Voilà, c'est ça. Voilà. Après, si quand vous lui donnez le bain, le téléphone il sonne, vous le laissez sonner, c'est pas grave. Oui. Si vous n'avez pas la couche ou vous avez oublié un vêtement, c'est pas grave, on remballe tout et on se promène avec bébé, on laisse pas sur la table à langer bébé, on l'emmène avec soi. Un nouveau-né peut avoir vraiment des mouvements inconditionnés et basculer de la table à langer, même si sur le moment on se dit qu'il est tout petit et qu'il ne risque rien. Et puis, bien évidemment, l'attacher. Alors, l'attacher dans le cosy, dans le transat. Il faut, voilà, comme on disait, il peut sauter. Oui, c'est ça, oui. Et puis basculer ou être pris par la tête étant très lourde. Des fois, les bébés vont bouger un peu la tête et vont être entraînés par le poids de la tête. Hein. Donc, vraiment, c'est important de faire attention. Ouais. Du coup, donc, bébé va bien, mais parfois il pleure, ce bébé. Oui, c'est ça. Et alors, les pleurs d'un bébé, c'est hyper strident. C'est reconnu que c'est quand même un des sons les plus difficiles à gérer. Donc, il y a des bébés qui pleurent parce qu'effectivement, ils ont besoin de manger, ils ont besoin d'être changés, ils ont besoin d'être câlinés, rassurés, etc. Et puis, il y a des bébés, des fois aussi, qui peuvent pleurer juste parce qu'ils en ont besoin. C'est ce qu'on appelle les pleurs de décharge. Les pleurs de décharge qui sont assez
qui reviennent régulièrement, qui peuvent durer assez longtemps et qui sont parfois difficilement gérables, même quand on adore son bébé. Oui, Ça n'a rien à voir avec ça. Voilà, on peut adorer son bébé et avoir du mal à supporter les pleurs. Donc, avant d'en éviter un geste malencontreux parce qu'on n'en peut plus et que juste on lui dit s'il te plaît tais-toi et on va avoir tendance un petit peu à le secouer, il vaut mieux aller mettre son bébé dans un endroit comme son lit, sa nacelle, en tout cas en position sécuritaire. Juste laisser dans la pièce, on entrebâille la porte quand même pour entendre un petit peu et puis on se coupe des pleurs. Si on a envie de se mettre un petit peu de musique douce, on se met une musique douce, on s'assied dans le canapé, on respire. Voilà, si on est fumeuse, ben on va peut-être fumer sa cigarette sur le balcon en laissant la fenêtre entrebâillée pour entendre. Mais voilà, une fois qu'on est apaisé, on retourne auprès de son bébé et on peut à nouveau s'occuper de lui. Voilà. Et donc, il y a des fois aussi où tout va bien. Oui. Il n'y a pas de raison, bébé grandit bien, tout le monde est heureux, et pourtant, ben, on n'a qu'une envie, c'est de pleurer. C'est ça. Alors, quand on n'a qu'une envie, c'est de pleurer, mais que ça dure qu'une semaine à peu près, puis finalement, globalement, si on regarde bien, on a toujours à peu près envie de pleurer à la même période de la journée. Et puis, globalement, on se dit, ben non, mais tout va bien, j'ai pas vraiment d'idée noire, tout va bien, mais je sais pas pourquoi je pleure. Ça s'appelle le baby blues. C'est vraiment dû uniquement à la chute hormonale, et puis ça va passer, effectivement, c'est juste transitoire. Si ça dure au-delà de 7 jours, qu'on commence à avoir des idées un peu envahissantes, parasitantes, où on ne se sent pas forcément très très bien, où on se pose 10 000 questions, on a la sensation peut-être de ne pas être à la hauteur, et ben, il faut vraiment en parler aux professionnels autour de soi. Là aussi, hein, sage-femme, médecin, puéricultrice, ceux que vous pouvez rencontrer parce qu'ils vont vous orienter vers d'autres professionnels comme des psychologues et qui vont pouvoir vous aider, vous accompagner. Alors en partie c'est dû à cette chute hormonale qui fait que voilà, avec ce sevrage un peu brutal de la progestérone qui vous a mis dans un monde un peu, on va dire, de bisounours pendant la grossesse, ben, c'est beaucoup plus difficile, mais en tout cas la dépression après la naissance de bébé ça existe et il n'y a rien de honteux à être déprimé. Ça fait aussi partie malheureusement des entre guillemets des accidents de vie. Donc du coup, ben voilà, vous savez maintenant qu'il y a tout un tas de professionnels pour vous accompagner, pour vous aider, que ce soit en libéral ou à la PMI. Hein, moi personnellement, je suis allée à la PMI et j'ai emmené mes enfants. Je trouvais que c'était très bien parce que je peux faire peser mon enfant par une même personne. La même Si balance. Comment? La même balance. La même balance. Si j'avais des questions, je pouvais les poser, on m'en posait aussi. Voilà, ça permet aussi de pouvoir rencontrer d'autres personnes. Tout à fait, il n'y a pas de sectorisation par rapport à un profil de patient particulier. C'est vraiment ouvert à tout le monde. On est très heureux de vous accueillir et on est vraiment là pour vous accompagner le mieux possible et répondre à toutes les questions et vous orienter vers d'autres personnes si, si on ne peut pas y répondre parce qu'on n'a pas non plus une science infuse. Voilà, donc on vous remercie. Merci à vous. Écouté et plein de bonnes choses. Et bon webinaire. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup Jennifer et Stéphanie pour toutes ces informations très précieuses. Je vous propose de passer tout de suite à la deuxième partie de notre webinaire. Donc j'accueille Christelle Fort qui est travailleure sociale à la CAF. Alors Christelle, une fois qu'on a accueilli son bébé, viendra peut-être le temps de le faire garder. Et il existe différentes formules. On a parfois du mal à s'y retrouver. Il y a des modes de garde collectifs, il y a des modes de garde individuels. Alors, est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu sur ces modes de garde? Avant tout, bonjour à tous. Donc, je vais me présenter un petit peu et présenter mon contexte d'intervention. Donc, comme le disait Dominique, voilà, je dépends de la caisse d'allocation familiale et je dépends d'un service, le service social, où nous sommes 18 travailleurs sociaux à intervenir sur l'ensemble du département. Voilà, donc on intervient sur des zones géographiques bien spécifiques. Donc, nous concernant, moi j'interviens sur un secteur toulousain et plus particulièrement le secteur 31-500. Donc, nous sommes des professionnels formés à l'écoute et à l'accompagnement des familles qui ont vécu, vivent ou vont vivre des changements de situation qui peuvent perturber votre équilibre familial déjà établi. Voilà, donc nous travaillons avec vous à la mise en œuvre de votre projet de vie dans le cadre d'un accompagnement individualisé sous forme d'entretien personnalisé et confidentiel. Voilà. Donc il est vrai que l'arrivée d'un enfant suscite énormément de questions sur différents domaines, comme par exemple l'arrivée de ce bébé.
mais aussi son accueil en structure de garde ou alors votre reprise d'activité professionnelle après votre congé maternité, ou alors encore maintenir l'équilibre familial que vous avez défini en termes de budget, de logement ou d'éducation ou alors d'intervention au sein de la maison à travers une aide à domicile par exemple. Voilà. Donc nous sommes là pour vous accompagner, comme je vous disais, vous orienter également vers des structures adaptées par rapport à votre situation, ce que vous vivez sur le moment, mais également sur vos questionnements et votre organisation familiale à venir. Voilà. Donc globalement, nous sommes là pour répondre à l'ensemble de vos questions et vous accompagner. Alors sur les modes de garde, Christelle, effectivement, je le disais, il y a plusieurs formules. On a parfois du mal à s'y retrouver. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi consistent ces différents modes de garde? Oui. Donc avant toute chose, effectivement, si vous envisagez de faire garder votre enfant, quelle que soit la formule que nous allons voir juste après, il est essentiel de vous questionner sur les différentes possibilités existantes, vous renseigner auprès de ces structures et dès le début de votre grossesse. Parce que c'est un parcours assez complexe. Hein. Voilà, les places sont chères, donc il est intéressant effectivement de commencer les inscriptions assez tôt pour être sûr effectivement d'avoir une place. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de demandes, donc les délais d'attente peuvent paraître souvent très longs. Mais vous pouvez quand même sans difficulté trouver une place en ayant de la patience. Alors, par rapport à votre recherche d'informations, il est essentiel aussi de vous questionner par rapport à votre organisation familiale, mais aussi professionnelle à venir lors de la reprise et des différentes possibilités d'accueil existantes pour essayer de combiner le tout et voir ce qui est le mieux pour votre enfant. Voilà, quel est le mode de garde le plus adapté à votre rythme de vie, aux souhaits éducatifs aussi que vous souhaitez mettre en place et votre bébé. Alors, comme on disait, il existe grosso modo deux possibilités de garde, c'est la garde collective et la garde individuelle. Donc concernant les établissements d'accueil collectif, ils sont spécialement conçus pour recevoir collectivement tout au long de la journée les enfants jusqu'à leur entrée en école maternelle, et ceci de façon soit régulière, soit occasionnelle. Voilà. Donc la prise en charge des enfants est assurée par une équipe de direction, mais aussi par des professionnels qui sont spécialisés dans le domaine de la petite enfance. Tous ces professionnels-là sont là pour veiller à l'équilibre de l'enfant, son bien-être, sa santé, etc. Donc il y a vraiment une activité bienveillante autour des enfants. Donc il faut savoir aussi que ces établissements collectifs sont soit gérés par des collectivités municipales ou alors par des structures privées. Voilà, donc les structures privées, ça peut être des associations, des mutuelles ou des sociétés. Voilà. Donc le mode de fonctionnement, on le verra après, est différent par rapport aux inscriptions. Alors, concernant les inscriptions et puis les tarifs aussi après, qui sont aussi un critère dans le choix du mode de garde. Alors, les inscriptions sont différentes selon la nature de la structure. C'est-à-dire que pour les structures municipales toulousaines, il faut, dès le 6e mois de grossesse, consulter le centre petite enfance de votre secteur d'intervention, votre lieu d'habitation, pour vous renseigner, mais aussi pour procéder à l'inscription. Pour les autres structures municipales qui se trouvent en dehors de Toulouse, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie pour avoir les différents renseignements et les modalités d'inscription. Pour toutes les structures associatives, donc vous devez du coup faire le tour de toutes les structures qui vous intéressent, qu'elles soient sur votre secteur d'habitation ou alors en dehors de votre secteur, pour vous renseigner, mais aussi déposer un dossier. Vous n'avez pas obligation de choisir une structure qui correspond à votre lieu d'habitation. Vous pouvez par exemple en choisir une qui se trouve à proximité de votre lieu de travail pour vous faciliter les déplacements lors de votre reprise d'activité.
Et concernant le coût, alors, qu'est-ce que ça coûte? Combien ça coûte? Alors, le coût est variable. Voilà, il varie d'une famille à une autre. C'est-à-dire que il y a un barème national qui est établi et également une prise en compte des ressources annuelles des familles. Donc, comme chaque famille a des ressources différentes, le tarif horaire sera différent d'une situation à une autre. Donc, vous pouvez d'ailleurs, pour avoir un ordre d'idée, faire une simulation sur le site monenfant.fr. Voilà. Donc, à l'écran s'affiche voilà, le portail de monenfant.fr où est indiqué le passage pour faire votre simulation. Et Christelle, si je veux savoir où se situent ces structures, alors près de chez moi ou près de mon activité professionnelle, comment je peux faire? Alors, vous pouvez effectivement retrouver toutes ces structures parce qu'elles sont également géolocalisées sur le site monenfant.fr. Donc, vous êtes guidé, là à l'écran apparaît le portail où vous pouvez sélectionner voilà, les différentes structures qui vous intéressent et voir où elles se situent à proximité de chez vous ou éventuellement à proximité de votre lieu de travail. Très bien, alors on a parlé des modes de garde collectifs, il existe aussi des modes de garde individuels et là aussi il y a plusieurs formules. Alors éclaire-nous s'il te plaît Christelle. Alors on est allé un petit peu vite, c'est-à-dire que je ne vous ai pas détaillé les différentes structures collectives existantes. Voilà, je vous ai présenté les généralités qui sont communes à chacune d'entre elles. Voilà, donc là je vais vous faire état de toutes les structures collectives existantes. Donc il y a la première que tout le monde connaît, c'est la crèche collective. Voilà, donc elle propose un accueil régulier à la journée. L'amplitude horaire correspond en général aux horaires de travail, c'est-à-dire 7h30, 18h30, et elles accueillent les enfants de 1 à 5 jours par semaine de façon régulière. Voilà. Ensuite, il y a les crèches d'entreprise ou interentreprises. Donc celles-ci, elles ont vocation à garder les enfants des salariés d'un ou de plusieurs employeurs. C'est-à-dire que les employeurs peuvent se regrouper pour créer une crèche. Donc ces employeurs peuvent être des entreprises ou alors des administrations ou des hôpitaux, par exemple. Donc sachez qu'il y a des crèches d'entreprise. S'il leur reste de la place, elles peuvent proposer aux familles du quartier certaines places. Voilà. Il existe ensuite les micro-crèches. Donc ces micro-crèches, ce sont des petites structures qui peuvent garder 10 enfants au maximum. Et vous pouvez les solliciter pour un temps de garde régulier ou occasionnel. Il y a une autre possibilité qui est la halte garderie. Donc la halte garderie est un mode d'accueil occasionnel qui peut garder votre enfant 2 à 3 demi-journées par semaine. Voilà. Donc ce mode d'accueil est intéressant parce qu'il s'adapte à vos besoins, mais aussi bien sûr aux disponibilités de la structure. Elle va vous dire, voilà, là, à ce moment-là, c'est possible ou pas, mais ça vous laisse une souplesse en termes de garde. Et ce mode de garde est vraiment très adapté pour les familles qui sont en recherche d'emploi ou alors pour les parents au foyer, voilà, qui ont besoin momentanément de faire garder son enfant. Il existe pour le dernier le multi-accueil qui combine à la fois l'accueil régulier et occasionnel et qui regroupe la halte garderie et la crèche collective. Donc, comme on disait précédemment, toutes ces structures-là, vous pouvez les retrouver via le site monenfant.fr qui les géolocalise. Alors, est-ce que tu nous as tout dit sur les modes d'accueil collectifs? On peut passer à l'individuel. Alors, il existe 4 formules. Oui, exactement. Donc, il existe 4 formules. Donc, je vais d'abord vous les balayer et après, on rentrera dans le détail. Donc, il y a d'abord l'assistante maternelle agréée que vous embauchez. Ensuite, il y a l'assistante maternelle qui, elle, dépend d'une crèche familiale. Ensuite, il y a la garde à domicile. Donc, vous embauchez une personne pour garder l'enfant à votre domicile. Et la quatrième et dernière formule est des structures qui proposent de la garde à domicile en mettant à votre disposition des professionnels.
Alors, les Bon. assistantes maternelles agréées. Voilà, exactement. Donc, les assistantes maternelles agréées, donc alors c'est soit un ou une professionnelle, parce qu'il peut Bien aussi y sûr. avoir des hommes qui exercent cette activité. Donc, ce professionnel a suivi une formation et a obtenu un agrément de la part d'un service du conseil départemental. Donc, cet agrément est précieux parce qu'il lui permet de pouvoir exercer la profession au sein de son domicile et il peut accueillir 1 à 4 enfants maximum. Voilà. Et donc, ce mode de garde propose de l'accueil régulier ou occasionnel. Mais c'est vrai que la plupart du temps, les familles sollicitent un accueil régulier sur la semaine. Voilà. Donc, dans ce cas de figure, vous êtes l'employeur de cette personne et cette dernière est votre employé. Donc, vous êtes du coup tenu à un contrat de travail. Vous êtes lié par un contrat de travail. Donc, pour garantir quand même la qualité d'accueil dans la durée pour l'enfant, il est essentiel d'instaurer une relation de confiance entre les parents et l'assistant maternel. C'est pour ça que le premier entretien que vous allez avoir avec lui est important. Il va vous permettre de poser les choses, voilà, de définir quels sont vos souhaits en matière d'éducation, mais aussi en matière d'accueil, de sécurité, voilà, et vos besoins aussi en termes horaires. Donc cet entretien est vraiment essentiel et il est aussi essentiel de le préparer en amont pour tout balayer et être au point. Il existe un guide, hein, Christelle, pour préparer Oui. ce premier entretien qui est édité ça. par la CAF, Exactement. qu'on voit ici au milieu. Voilà, donc il s'affiche à l'écran. Donc il se nomme le guide du premier entretien entre parents et assistants maternels. Et vous pouvez le télécharger. Je vous conseille de le faire parce qu'il va vous donner des conseils et des astuces pour préparer ce premier entretien. Alors il faut savoir aussi que les assistants maternels agréés exercent au sein de leur domicile, comme on le disait, et peuvent à des moments se sentir isolés. Donc il existe des solutions pour fédérer un petit peu la profession. Donc ces assistants maternels peuvent se regrouper au sein des RAM, les relais assistants maternels. Donc c'est une structure municipale qui accueille à la fois les assistantes maternelles pour les renseigner pour tout ce qui est modalité de contrat de travail, mais aussi pour échanger sur des thématiques sur la petite enfance, comme par exemple le sommeil, l'alimentation du jeune enfant, voilà. Mais aussi, les RAM permettent à ces assistantes maternelles de se réunir avec les enfants gardés pour faire participer ces petits à des activités pédagogiques et favoriser leur socialisation et leur éveil. Alors ça, c'est différent encore de la crèche familiale, qui est Alors, encore une... avant, par rapport au fonctionnement des assistantes maternelles aussi, il est important de savoir qu'il existe les MAM, les maisons assistantes maternelles. Voilà, donc le principe, c'est qu'il y a 4 assistants maternels au maximum qui se regroupent dans un local commun afin de se voir et de faire participer les enfants aussi à des activités communes et favoriser, pareil, la socialisation et leur éveil. Donc tout ça, bien entendu, ces MAM répond aux normes réglementées par le conseil départemental. Vous pouvez géolocaliser aussi ces RAM et ces MAM sur le site monenfant.info. Et ça, c'est encore différent des crèches familiales, qui sont une autre formule de garde, individuelle. Pardon. Voilà, exactement. Donc, on a détaillé l'assistante maternelle agréée. Maintenant, on va détailler l'assistante maternelle qui dépend d'une crèche. Donc, c'est un mode d'accueil qui est à la fois individuel et collectif. C'est-à-dire que les enfants sont gardés au domicile de la professionnelle, mais dans ce cas de figure, vous n'êtes pas employeur. C'est-à-dire que l'employeur, c'est la crèche, et elle est également cadrée par l'équipe de la crèche. Voilà. Donc, l'objectif, c'est d'amener les enfants dans la structure 1 à 2 fois par semaine, pour leur faire participer collectivement à des activités proposées pour l'ensemble des enfants. Toujours pareil, la finalité, favoriser l'éveil, le bien-être de l'enfant, la sociabilisation, etc. Très bien. Alors,
sur les assistantes maternelles en activité, donc tu nous disais qu'il y avait monenfant.fr et sur le CAF.fr aussi, je crois Exactement. qu'on peut retrouver. Oui, donc Alors, c'est pas vous celui-là. pouvez avoir des Voilà. renseignements, c'est ce que nous sommes en train de vous montrer, sur les contrats de travail notamment, parce que quand vous embauchez une assistante maternelle agréée, comme on le disait, vous êtes lié à elle par un contrat de travail. Donc il n'est pas évident de s'y retrouver par rapport à cette législation. Donc il existe des sites où vous pouvez avoir des renseignements, donc celui de la CAF, comme pageemploi.fr ou alors Direct Occitanie qui vous présente les guides des différents contrats de travail, mais aussi il y a une foire aux questions qui va pouvoir vous éclairer sur le fonctionnement, comment s'y prendre. Il y a également les RAM qui sont là pour vous renseigner sur tout l'aspect législatif et juridique du contrat de travail. Est-ce qu'on peut passer maintenant aux gardes à domicile, Christelle? Exactement, qui est du coup la troisième formule des 4. Donc la garde à domicile, c'est une autre possibilité qui est différente, avec quand même une similitude avec l'assistante maternelle agréée. C'est-à-dire que là aussi, vous embauchez une personne pour garder votre enfant à votre domicile. Voilà. Donc la personne que vous embauchez peut être une professionnelle de la petite enfance, ou alors une personne de votre entourage, qu'elle soit du réseau amical ou familial. Voilà, vous avez la possibilité de l'embaucher. Du coup, là aussi vous êtes lié à un contrat de travail. Donc, vous pouvez également vous renseigner sur les sites que nous avons cités pour vous faire une culture employeur. Voilà, les parents sont employeurs. Ouais. Et alors, j'ai entendu dire que l'on pouvait aussi partager la garde de son enfant avec d'autres enfants. Exactement, ça s'appelle la garde à domicile partagée. L'objectif est de réduire le coût, c'est-à-dire que plutôt embaucher vous seul une personne qui va garder votre enfant à votre domicile, vous pouvez vous associer à une autre famille ou d'autres familles qui habitent sur le même quartier. Et donc cette professionnelle va garder vos enfants respectifs et de façon alternative à votre domicile et aux autres domiciles. Voilà. Et enfin, pour la garde à domicile, il y a des structures aussi qui proposent de la garde à domicile. On n'est plus employeur à ce moment-là, on fait vraiment appel à la structure. Exactement, voilà. Donc là, vous vous encombrez pas avec toutes les modalités, contrats de travail, congés payés, etc. Donc là, c'est une structure qui vous propose ce service, qui a à disposition ses salariés pour venir garder vos enfants à votre domicile. Voilà. On a fait le tour de tous ces modes d'accueil. Oui, donc voilà, vous pouvez trouver tous ces renseignements sur le CAF.fr, page emploi pour les contrats de travail, la Direct aussi pour les contrats de travail. Exactement. Ouais. Les simulations aussi pour avoir une idée du coût que ça peut représenter. Donc, concernant, j'ai oublié de vous donner une information. Donc, on a vu que pour la garde collective, le tarif horaire est fonction de ce barème national, mais aussi de vos ressources annuelles. Et pour tout ce qui est garde individuelle, la CAF vous aide par le versement d'une participation et tous les détails seront développés la semaine prochaine sur le prochain webinaire intitulé Accès aux droits. Voilà. Sur les droits et démarches de la CAF, Alors, on vous a donné beaucoup d'informations sur les différentes possibilités d'accueil. À l'écran, s'affiche un document, un tableau qui répertorie tout ce que je vous ai exposé, de façon assez et simple sur l'accueil régulier, l'accueil occasionnel et l'accueil collectif et l'accueil individuel. Voilà, ce qu'on peut conseiller, c'est quand même de faire des demandes auprès de plusieurs structures, oui. Au vu du nombre de places, pour être sûr d'avoir une place en temps voulu si on reprend le travail ou autre. Voilà, exactement. Il faut vraiment se renseigner en amont, ne pas perdre de temps, parce que vous n'êtes pas les seuls à rechercher un mode de garde. Donc, il y a beaucoup de demandes. Donc, faites les choses dès le début de votre grossesse.
voilà, une des interrogations essentielles que vous allez avoir. Mais ne soyez pas inquiets, vous allez finir par trouver. Après, vous pouvez avoir au début une idée de mode de garde qui peut être modifiée faute d'avoir trouvé. Par exemple, vous envisagez un accueil collectif, vous n'avez pas encore de place, vous pouvez vous diriger vers de l'accueil individuel et finalement cette formule peut totalement vous convenir et vous pouvez l'adopter, même si on vous propose peut-être par la suite une place en crèche, en structure collective. Merci beaucoup Christelle pour Avec plaisir. toutes ces précisions. Je vous propose maintenant de passer donc à la troisième partie et dernière partie de notre webinaire. Donc j'accueille Béatrice Gammieux, qui est conseillère technique en action sociale à la CAF et en charge de l'animation de la vie sociale. Bonjour Béatrice. Bonjour Dominique, bonjour à tous, à toutes. Effectivement, en fait, je vais vous parler de la vie sociale. Vous allez avoir un enfant, ce qui va effectivement constituer un changement dans votre vie. Peut-être que vous allez avoir dans un premier temps besoin de vous retrouver avec lui, de rester chez vous. Et puis, eh bien, vous allez avoir besoin aussi de reprendre la vie sociale, retourner voir votre famille, vos amis, et peut-être aller sur votre territoire autour de chez vous. Alors, sachez que vous allez pouvoir trouver des structures qui s'appellent centres sociaux ou espaces de vie sociale, dans lesquels vous allez pouvoir trouver des activités pour vous, pour vos enfants, avec vos enfants ou votre enfant, pour votre famille également. Il y a en tout sur le département 54 centres sociaux, 12 espaces de vie sociale. Ces structures en fait sont alors beaucoup regroupées sur Toulouse et la métropole, certes, mais on peut en retrouver effectivement à tous les coins du département, dans le sud, à l'est, à l'ouest. Et sachez que ce sont des structures qui sont agréées par la CAF avec des valeurs que l'on va retrouver, valeurs d'éducation populaire, c'est-à-dire des valeurs de laïcité, de neutralité, de solidarité, d'équité. Ce sont donc des structures dans lesquelles vous allez retrouver des professionnels, directeurs, des travailleurs sociaux, conseillères en ESF, assistants sociaux, assistants sociales, également des bénévoles, puisqu'elles reposent aussi énormément sur le bénévolat. Donc, dans ces structures, vous allez trouver des activités qui feront l'objet de projets pour toute votre famille, projets également pour toutes les personnes et les habitants du territoire. Donc, en fonction des besoins de ces personnes, vous pourrez y trouver des activités comme des temps pour vous et votre enfant, des ateliers massage de bébé où on peut vous amener à apprendre à masser votre enfant, votre bébé. On le sait, important. Ce peut être aussi des activités où vous allez pouvoir partager un temps privilégié avec votre enfant, des activités où vous allez pouvoir échanger avec d'autres parents sur des questions qui vous préoccupent et de façon assez commune. Dans ces structures, vous allez aussi trouver des temps pour vous, puisque effectivement, vous êtes en train de fonder une famille, vous êtes entouré, mais il sera peut-être important que vous puissiez avoir un temps uniquement pour vous, pour un temps de répit. Alors ça peut être un temps où vous allez rencontrer d'autres parents tout simplement et puis échanger autour d'un café, d'un temps convivial. Ça peut être aussi profiter effectivement d'être seul pour aller à une sortie organisée par le centre social, par l'EVS au théâtre ou sur le secteur où vous habitez. Donc voilà, vous pouvez aussi trouver ces moments-là un peu privilégiés pour vous. Et sachez que vous trouverez aussi des événements pour toute votre famille, puisque le centre social, le VS, peut organiser sur tout le village, sur tout le quartier, des événements culturels, des repas de quartier, des fêtes aussi qui rassemblent un peu vous tous, les voisins d'un territoire, les habitants d'un territoire.
En tout cas, voilà, ces activités vous seront proposées pour un tarif vraiment très modique. Il y a une adhésion à la structure, mais ensuite, effectivement, pour les sorties, pour les différents événements, il est demandé souvent des participations symboliques. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que vous pouvez trouver des services autres que des activités, des services comme des ludothèques. Vous savez, des services où on va mettre à votre disposition, soit à l'intérieur de la structure ou à l'extérieur, puisque vous pourrez les emporter, des jeux ou des jouets pour vous, pour vos enfants, pour votre famille. Vous pouvez retrouver aussi dans ces structures des crèches ou des haltes-garderies, si bien que lorsque vous voudrez partir avec d'autres personnes du centre social, vous pourrez laisser votre enfant juste dans la structure halte-garderie du centre social. Donc voilà, vous partirez en confiance. En tout cas, voilà, vous pourrez aussi, dans certains centres sociaux, trouver des guichets CAF où vous allez pouvoir effectivement aller rencontrer un professionnel ou sur rendez-vous avoir accès à vos droits. Sachez également que ces structures reposent sur la participation des habitants, si bien que si vous avez des souhaits, des besoins particuliers, ou si vous avez des idées, des initiatives, eh bien, il suffira d'en faire part aux professionnels qui pourront peut-être vous aider à les mettre en place, vous aider à les réaliser. Vous pourrez ainsi devenir alors bénévole sur le temps d'un projet ou sur le temps d'une année. C'est comme ça que, pour avoir cette expérience-là, certaines mamans avaient créé des braderies puériculture, des braderies jouets, c'est-à-dire qu'on dépose les jouets, les jeux dont on ne se sert plus, on les met donc à disposition d'autres parents et on crée comme ça des dynamiques. Voilà, mais vous pourrez, vous, en tant que parent, si vous avez envie de faire certaines choses, pouvoir le réaliser et vous serez accompagné par des professionnels. Voilà, en tout cas, je voulais vous mettre en vigilance par rapport à ces structures qui sont peut-être dans votre ville, dans votre quartier ou dans la ville ou le quartier voisin et qui peuvent vraiment vous permettre de renouer avec la vie sociale et faire des connaissances près de chez vous, rencontrer, créer des liens sociaux avec d'autres familles, d'autres parents et peut-être aussi des personnes plus âgés, mais pour le coup, qui auront cette capacité aussi à, voilà, peut-être vous rendre service ou vous aurez aussi la possibilité de rendre service. En tout cas, voilà, vous pourrez retrouver cette dynamique de lien social sur ces territoires et à partir de ces structures. Voilà. Merci beaucoup, Béatrice, pour toutes ces informations. Alors écoutez, nous en avons presque terminé maintenant avec ce premier webinaire, mais ne vous inquiétez pas pour les questions en cours sur le chat, on garde encore un petit temps pour prendre le temps de vous répondre. On a répertorié sur cette avant-dernière diapositive les sites utiles. Alors on a parlé bien sûr du CAF.fr. Il y a aussi le magazine Vie de famille qui est édité par la CAF. Il y a un site où vous retrouverez des tas d'informations utiles qui est parent31.fr et le site aussi de la CAF, monenfant.fr. Et au niveau de l'assurance maladie, donc n'oubliez pas l'annuaire santé qui est sur amélie.fr qui vous permet de trouver un professionnel de santé près de chez vous. Mon compte Amélie, évidemment, vous invite à l'ouvrir puisqu'il y a un espace prévention qui est dédié, donc, entre autres, à la femme enceinte. Donc, vous y trouverez là tous les guides qui ont été présentés tout à l'heure par Jennifer. Et bien sûr, le dossier médical partagé qui est ce carnet de santé en ligne qu'on vous invite également à ouvrir. Voilà, donc il me reste maintenant à vous remercier pour votre attention. Et puis, attendez, je cherche la dernière diapositive qui ne passe pas, c'est pas grave. Bon, ça fait rien. C'était simplement donc pour vous dire que on vous donne dès à présent rendez-vous mardi prochain à la même heure, midi 15, 13h. Pour du coup un deuxième webinaire qui sera consacré aux droits et démarches CAF et CPAM. Donc vous saurez tout sur la déclaration de naissance, la mise à jour de vos droits, les prestations de la CAF. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger le document qu'on vous a présenté aujourd'hui
et également visionner le replay de ce webinaire. Voilà. Donc merci beaucoup pour votre attention et surtout portez-vous bien.